Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler Formule 1, pour faire le débrief du Grand Prix de Miami. On va avoir pas mal de choses à dire dans cette vidéo sur la course en elle-même. Et puis on parlera également des notes des pilotes, mais je vais peut-être aller assez vite sur les notes de pilote parce que la course n'a pas été très intéressante non plus. Elle ne m'a absolument pas passionné. De toute manière, si vous voyez le titre de la vidéo, vous savez très bien de quoi je veux parler. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé tel ou tel pilote, si vous trouvez que je suis trop sévère, pas assez sévère, on peut en discuter dans les commentaires. Et puis quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez activer la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment Formule 1, cyclisme, MotoGP, F2, F3. Enfin, il y a de quoi faire sur la chaîne en ce moment. Grand Prix de Miami. Grand Prix que j'ai trouvé absolument ridicule. C'est vraiment pas une course qui m'a passionné. Je m'étais pas fait chier devant une course depuis très longtemps comme ça. Mais vraiment, je me suis vraiment pas amusé à regarder le Grand Prix, que ça soit en qualif ou en course. J'ai pas trouvé le circuit bien. À part le virage 7, très clairement, le reste du circuit, je trouve, n'a pas énormément d'intérêt. Je trouve qu'il y a même des endroits qui sont assez dangereux en termes de sécurité, notamment le passage sous le pont d'autoroute. S'il y a une voiture qui part en travers, les autres lui rentrent dedans. Enfin, tu peux pas l'éviter, la voiture. Il n'y a aucun échappatoire à cet endroit-là. La piste c'est vraiment deux murs. Donc tu ne peux absolument rien faire à cet endroit-là. Donc ce qui fait que forcément c'est drapeau rouge. Même avec une safety car, parce qu'il n'y a pas, j'ai pas vu j'ai pas vu de zone pour dégager la voiture facilement. Donc ça peut être vraiment très compliqué. Le virage 7, bien entendu aussi. Donc déjà, le problème de ce Grand Prix de Miami, on a eu des gros soucis de sécurité. Gros soucis de sécurité, notamment le virage 7. Pas de Tech Pro dans le virage 7. 51G sur le choc de Ocon. 51G, il doit taper à 150 km/h Ocon. J'ai jamais vu un choc aussi violent à cette vitesse-là. Donc imaginez 20 km/h au-dessus, vous en sortez avec vraiment des très très gros problèmes. 51G, c'est déjà très violent pour le corps humain. Je rappelle, c'est qu'au niveau de la tête, c'est 51 fois le poids de votre corps. Donc si on compare à un corps humain, par exemple, hop, calculatrice. Voilà, si on fait la comparaison, hop, donc moi je pèse 70 kg, à peu près, mon poids de forme en ce moment, c'est pas très léger, fois 51, hop, 3570 kg, 3 tonnes 5. Voilà, donc c'est le poids que pesait le corps d'Esteban Ocon. C'est beaucoup quand même, hein. C'est pour vous dire la violence du choc. Alors aussi avec ces F1 qui sont lourdes, elles sont plus difficiles à freiner. Et donc lors des chocs, vous tapez beaucoup plus fort. Mais Carlos Sainz, ça a été à peu près des valeurs similaires. Et Carlos Sainz s'est également retrouvé en difficulté. Il a été légèrement blessé également lors de son accident. Quand vous tapez à 150 avec une Formule 1, normalement vous ne devriez pas avoir de grosses blessures ou même des blessures légères au niveau du corps humain. Donc déjà vous avez ce problème là. Ensuite, c'est un Grand Prix qui a été magnifique au niveau, enfin magnifique, qui a privilégié la forme au fond. Le circuit est nul. Alors, on a un goudron qui tient pas la route. On a dû faire des patchs sur le circuit. Donc là aussi en termes de sécurité, on peut se dire comment le circuit a été homologué du côté de la FIA. Mais surtout, le seul intérêt qu'ont trouvé les médias sur ce Grand Prix, c'est d'interroger Tony Parker, Paris Hilton, alors l'interview est lunaire, d'interroger Michael Jordan, Blaise Matuidi, mais en fait, ils ne sont absolument pas concentrés sur la course. C'est-à-dire, ce week-end, on ne s'est absolument pas concentré sur la course. On a été voir la Marina sans eau, on a été voir les extérieurs du circuit, on a été voir Tom Brady, mais on n'a absolument pas regardé la course, en fait.
Et pourquoi ? Parce que si tu te concentres absolument sur le sportif, c'est même moins bien que le Grand Prix de Russie de certaines années. Le sportif est catastrophique ce week-end. C'est pas un Grand Prix qui va faire gagner des fans à la Formule 1 et qui va faire gagner des abonnés à Canal+ ce soir. La course était affreusement chiante. Pourquoi ? Le circuit est inutilisable. Alors, il y a déjà une raison technique. Vous avez une piste qui part en lambeaux. Une piste qui s'affaisse quand même. Donc en termes de niveau de sécurité, du côté de la FIA, je crois qu'on était très limite ce week-end. Mais de toute manière, toute la portion technique, vous ne pouvez pas dépasser. Quasiment la seule zone de dépassement intéressante, c'est au bout d'une des lignes droites, des grosses lignes droites. C'est le dernier virage important, on va dire, l'épingle après la ligne droite. Et c'est le premier virage. Ensuite, derrière, dans le premier secteur, ce sont des courbes très rapides, donc c'est impossible de suivre, vous ne pouvez pas vous dépasser. Ensuite, vous avez la grande ligne droite. Oui, mais comme vous avez perdu beaucoup de temps à tenter de suivre les gens dans la première section, eh bien, cette première ligne droite ne permet que, et cette première zone de DRS ne permet que de rattraper ce retard-là. Et ensuite, c'est la zone technique. Vous ne pouvez absolument pas vous suivre dans cette zone technique. Et en fait, donc, on n'a que des dépassements DRS. Pendant la course, on n'a eu que des dépassements DRS quand même. Et très peu de dépassements en tout. Le Grand Prix a été affreusement chiant, mais c'est un Grand Prix qui s'est concentré sur la forme et pas sur le fond. Alors on va me dire, oui, mais il est magnifique ce virage 7. Ok, d'accord, le virage 7 est très bien. Je vous rétorque également, à Sochi, le triple gauche, c'est très fun aussi à prendre. Est-ce que Sochi est un bon circuit ? Non. Est-ce que Sochi est un circuit où on a eu du spectacle ? Non. Est-ce que Sochi est un circuit où on a eu des bons Grands Prix, sauf la dernière fois, on va dire ? En fait, le circuit de Miami, c'est Sochi avec des stars américaines. Et là, les stars sont venues à Miami cette année. Venus Williams, Serena Williams, toutes les stars américaines, Paris Hilton et autres. Mais quand l'année prochaine, il va y avoir 3 courses aux États-Unis, dont Miami et Las Vegas. Je pense qu'il y aura beaucoup de stars à Las Vegas. Et Miami va en pâtir. Là, le circuit et cette course a eu l'attrait de la nouveauté. Dans 5 ou 6 ans, je suis pas sûr qu'on ait autant de stars américaines au départ du Grand Prix de Miami. Et est-ce que le Grand Prix de Miami ne deviendra pas un truc ridicule ? On se dira tous, la fausse Marina, c'est complètement con. Enfin voilà, on se le dit déjà, hein, mais... Moi, je pense qu'il y a eu autant de stars là pour l'attrait de la nouveauté parce qu'il n'y a pas encore Las Vegas. Quand il va y avoir Las Vegas, Paris Hilton, elle ira à Las Vegas. Elle va pas se faire chier à aller à Miami. Donc, je trouve complètement stupide ce Grand Prix. Note du GP, j'ai mis 6 sur 20. C'est la pire note, je crois, de l'histoire des débriefs F1 pour un week-end. Tout simplement parce que si t'enlèves le décorum, si t'enlèves l'extérieur... entre la course et les qualifs. Moi, j'ai pris aucun plaisir en qualif. Le circuit, j'ai trouvé nul à chier. Et j'ai pris aucun plaisir pendant le Grand Prix. Donc, voilà. Et même, et pourtant, il y a eu quand même un safety car. Même le safety car n'a même pas réussi à créer du spectacle. Après la période de safety car, il y a eu très peu de dépassements encore. Malgré des différences entre les différents pneus. Il y a eu très peu de dépassements. C'était un Grand Prix nul à chier. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, week-end mitigé, je commence avec Esteban Ocon, j'ai mis 12 sur 20 pour le pilote Alpine. 12 sur 20, pourquoi ? Parce qu'il y a une très belle remontée en course, ça c'est clair et net, avec une bonne stratégie de la part d'Alpine aussi. C'est vrai que partir avec les hards, ils ont été avantagés, on va dire, par le safety car, même si du côté d'Alpine, on aurait pu faire arrêter Ocon dès le VSC, dès le Virtual Safety Car. Ils ont attendu un tour avant de l'arrêter, ce qui aurait pu leur coûter très cher. Mais c'était peut-être parce qu'ils n'étaient pas sûrs de savoir quels pneus ils allaient mettre entre les médiums et les softs. Ils ont décidé de mettre les softs. Ça a très très bien marché en fin de Grand Prix pour Esteban Ocon avec des températures qui diminuent un petit peu au niveau des températures piste à partir de après 16 heures. Hein. Et puis en plus, le ciel commence à être très nuageux, à l'air très lourd. Donc ça s'est bien passé du côté d'Esteban Ocon. C'est dommage. Pourquoi je ne mets pas plus malgré cette grande remontée ? C'est l'erreur en L3, on sait qu'en EL3, il ne faut pas taper.
Surtout sur des circuits comme celui-là, parce qu'on sait que les réparations coûtent beaucoup de temps. C'est pareil à Monaco, c'est pareil en Azerbaïdjan, à Singapour. Ce sont des circuits où il ne faut absolument pas taper. Et là, du côté d'Esteban Ocon, il tape au mauvais moment. Donc c'est pour ça que je mets un 12 sur 20. Mais sinon, sur le week-end, globalement, il fait plutôt un bon week-end de course. Mais c'est là où tu te dis que c'est frustrant aussi. Ce 12 sur 20, c'est aussi une note un peu frustrante. Mais pour moi, c'est un Grand Prix frustrant parce que quand tu vois le rythme qu'avait Alonso, je pense que Ocon aurait peut-être pu faire 7e, 6e du Grand Prix. Et donc, c'est peut-être des points qui vont manquer en fin de saison pour le pilote. Mais du côté de Esteban Ocon, je trouve que le week-end a été vraiment très très bon pour le pilote français et maintenant il va falloir réussir à faire beaucoup mieux dans les prochaines courses. On poursuit avec Pierre Gasly. Week-end encore pénible pour Pierre. Ça fait 2 week-ends que je mets à 7 sur 20, Pierre Gasly. Pourquoi je mets à 7 sur 20? Certains vont me dire, oui, t'es hyper sévère avec Pierre Gasly. Je suis pas hyper sévère avec Pierre Gasly. Enfin, je suis pas hyper sévère. C'est-à-dire, je suis sévère parce que déjà c'est un pilote de F1, mais c'est aussi un pilote de F1 qui va aller dans un top team. Les 2 week-ends qu'on vient de voir, ça doit refroidir plus d'une équipe de l'engager. Il n'a pas trouvé la solution encore ce week-end en termes de rythme de course. Il n'avait pas un très grand rythme de course, Pierre Gasly. Il était surtout sur la défensive. Ensuite, Alonso lui pète la voiture. Derrière, je trouve qu'il fait quand même une erreur face à Norris parce qu'il aurait dû il aurait dû s'écarter beaucoup plus de la trajectoire idéale en sachant que sa voiture ne pouvait plus tourner à ce moment-là du Grand Prix. Donc, il aurait vraiment dû se mettre beaucoup plus à l'extérieur de la piste. Pierre, et là, il est trop sur la trajectoire idéale. Donc, c'est pour ça que Norris le percute parce qu'il n'y a pas de la place non plus pour 35 bagnoles à cet endroit-là. C'est mon avis. Et Pierre Gasly, il a eu du mal même à être devant Tsunoda pendant le week-end. Alors, il fait un tour exceptionnel en Q3. En Q3, son deuxième tour de qualif, il est excellent. Parce que le premier tour, il a quasiment 2 secondes du meilleur temps. Mais ensuite, pendant le week-end, à part ce tour-là, il n'a jamais eu un grand rythme. Tsunoda était parfois devant lui. Donc, c'est pas un week-end parfait. Et comme à Imola, pour moi, c'est un week-end décevant. Donc, je mets 7 sur 20 pour le pilote français. On passe tout de suite au pilote au top. Du côté des pilotes au top, je commence avec Max Verstappen. 19 sur 20 comme le week-end dernier. Je vais encore dire du bien de Max Verstappen. Donc, ça va faire 3-1 par rapport à Hamilton. Je l'ai trouvé très bon, Verstappen, ce week-end. Il a pourtant perdu beaucoup de temps avec des problèmes techniques le vendredi, ce qui est vraiment pas idéal parce que quand tu perds du temps le vendredi sur des problèmes techniques sur un circuit comme ça, tout neuf, où certes tu as fait du simulateur, mais tu as besoin de savoir si tes données de simulateur correspondent bien aux données de la réalité, ce qui parfois n'est pas toujours le cas, eh bien il faut rouler. C'est important de rouler. Et là, Verstappen, il ne peut pas rouler sur le début de course. Donc là, c'est déjà chiant et problématique. Mais ensuite, le week-end est parfait. Pourquoi je mets 19 sur 20 ? Parce qu'il fait encore un excellent week-end. Malgré ses petits soucis, il fait encore un très bon week-end. Mais pourquoi je ne mets pas 20 sur 20 ? S'il avait fait première ligne, voire la pole plutôt, j'aurais dit oui, ok. Mais il y a quand même son tour raté en Q3. Et c'est pour ça que je lui enlève un point pour son tour où il en fait un peu trop en Q3. Mais par contre, après derrière, lors du Grand Prix, il déroule. Ils avaient la meilleure vitesse de pointe. Sur un circuit comme ça, c'était l'idéal. C'est là où aussi tu vois que c'est un circuit qui aurait peut-être plus d'intérêt sans DRS. Parce que c'est un circuit où sans DRS, tu serais obligé de faire un compromis au niveau des réglages entre soit je décide d'être rapide en ligne droite, mais j'ai du mal dans la section technique, ou soit je mets beaucoup d'appui dans la section technique, mais j'ai du mal dans les lignes droites. Et il y aurait un vrai challenge en termes de réglage. Là, il n'y a pas de challenge en termes de réglage. Tu braques les ailerons, puis tu attends d'être dans la zone DRS pour rouler fort. Voilà. Et c'est ce qu'a fait Red Bull. Très intelligent de leur part. Parce que sans DRS, ils n'allaient pas hyper vite. Avec le DRS, ils avaient très vite. Et surtout, Verstappen avait la meilleure vitesse de pointe quasiment du plateau.
Donc voilà, ça a bien marché pour Max Verstappen, 19 sur 20. Week-end excellent. Il fait en plus le meilleur tour en course. Ça fait 2 week-ends d'affilée avec le maximum de points. Il a rattrapé quand même beaucoup de son retard et il est plus qu'à 19 points au général. Donc lui qui avait énormément de retard suite à ces deux jokers grillés en début de saison, il a presque rattrapé son retard en 5 courses. Forcément, ça commence à devenir peut-être un peu inquiétant du côté de Charles Leclerc. Charles Leclerc, 16 sur 20. Pas grand-chose à se reprocher, Charles Leclerc, ce week-end. Pas grand-chose à se reprocher parce que je dirais que Ferrari a tout fait. Et lui aussi a tout fait pour performer ce week-end. Bon, au niveau des arrêts au stand, ils ne se sont pas ratés. Pour Leclerc, ça a été plus compliqué pour Carlos Sainz. Mais bon, voilà, il fait la pole position, tour fantastique. En début de course, il a du bon rythme, sauf que Verstappen était plus rapide. Et qu'à partir du moment où Verstappen est rentré dans la zone DRS, c'était fini, le Grand Prix était fini. Alors après, ils ont tenté le plan D, ça n'a pas marché. Ils ont tenté plein de choses. Mais la voiture était, je pense, plus difficile à conduire que d'habitude. C'est peut-être le premier circuit où la Ferrari était pas facile à manœuvrer et où la Red Bull semblait vraiment beaucoup plus simple, beaucoup moins exigeante. Et la Ferrari semblait très exigeante à piloter quand je regardais les vidéos de caméra embarquées. C'est peut-être la première fois de la saison que ça arrive. C'est dommage pour Leclerc parce qu'en plus ils avaient changé l'unité de puissance. Quand tu es dans ce genre de situation que tu changes ton unité de puissance, tu t'attends à gagner le Grand Prix et à marquer énormément de points, et il marque 18 points. Alors vous allez me dire c'est que 18 points, il y a très longtemps ils auraient sauté sur les toits pour ce genre de résultat. Oui, mais quand tu joues le championnat du monde et que ton adversaire numéro 1 marque beaucoup plus de points que toi, il marque 8 points de plus, forcément tu es un peu moins content et satisfait. Mais comme il l'a dit en conférence de presse, bon, voilà, il y avait rien à faire face à Verstappen. Il a énormément attaqué, il a pris beaucoup de risques. Il a pris des risques, mais il avait tout simplement pas le rythme pour être devant. Carlos Sainz, 15 sur 20. Troisième place, troisième podium de la saison, au moins pour Carlos Sainz. Après 2 week-ends très compliqués, c'est peut-être pas un week-end qu'il retiendra qu'il retiendra dans 5 ans ou 6 ans, mais cette année, c'est un week-end important. Il revient, il reprend de la confiance. Il reprend des points également au niveau du classement des championnats du monde, ce qui est très important pour le championnat constructeur, pour Ferrari. Mais surtout, il remonte sur le podium. Et c'était très important pour Carlos Sainz de remonter sur le podium. Alors certes, il est encore derrière Leclerc, mais déjà, il marque des gros points pour le championnat constructeur. Et puis, il fallait qu'il reprenne de la confiance. Et pourtant, ça n'a encore pas été un week-end facile. Il crache la voiture. Mais dès le samedi, après-midi, au moment des qualifs, même des EL3, mais surtout au moment des qualifs, tu sens que dès le début des qualifications, bam, il y a du rythme. Il est dans le coup, il est dans le rythme, il n'est pas très loin de Leclerc. Et puis après, derrière, en qualif, il fait la première ligne. Sur le départ, un peu trop gentil pour moi, face à Verstappen. Et puis après, de toute manière, il s'est bagarré avec Perez. Il n'arrivait pas à suivre le rythme des pilotes de devant. Mais il marque des points qui sont importants pour le championnat. C'est pour ça que je mets 15 sur 20. 15 sur 20 également pour Perez. Même note. 4e place, mais il a eu des problèmes techniques. Il lui manquait à peu près 30 chevaux au niveau du moteur. Il essaye de comprendre pourquoi du côté de Red Bull. La Red Bull donc, a toujours des soucis de fiabilité pour le moment, ce qui agace notamment Verstappen. Parce que même si cette voiture est rapide, il est important de finir les courses. Mais Perez, il a fait le week-end de lieutenant, deuxième, quatrième, un peu loin en qualification parce qu'il n'est pas quatrième. Ça, c'est son problème. C'est vrai qu'il vous avez Bottas. Non, Bottas au final il s'intercale pas. Non, j'ai dit une bêtise. C'est vrai qu'il y avait à un moment Bottas s'était intercalé, mais il arrive à reprendre la 4e place sur la grille de départ. En course,
Le rythme est là pour Perez face à Verstappen, face à Sainz, il avait un bon rythme, mais les 30 chevaux de puissance qui lui manquaient, au final, ça lui permettait pas de tenter des dépassements, même si Ferrari a aidé à un moment avec un arrêt au stand très mauvais de 5 secondes, plus de 5 secondes 7 pour Carlos Sainz avec un arrêt au stand raté. Ça fait 2 fois qu'ils font des arrêts au stand ratés, c'était déjà le cas à Imola, là encore à Miami. Ils reprennent leur démon de vouloir aller trop vite sur leurs arrêts au stand et à commettre des erreurs. Un arrêt au stand, pour qu'il soit rapide, il faut déjà qu'il soit fiable. Si vous n'arrivez pas à être fiable sur un arrêt au stand, c'est un peu problématique parce que vous perdez beaucoup de temps. Mais Perez, il fait un week-end de qualité. Bon, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire pour le pilote mexicain. Albon, 14 sur 20, très bonne course. Encore devant Latifi. Pendant le Grand Prix, il a un très bon rythme. Voilà, il s'est bien battu pendant le Grand Prix. Il finit 9e grâce à la pénalité de Fernando Alonso. Donc c'est plutôt un très bon week-end. Il finit devant Stroll. Là aussi, c'est important. On peut dire l'hégémonie entre Williams et Aston comme troisième équipe Mercedes. Même si que McLaren me semble un peu devant. Mais surtout Albon, en 5 Grands Prix, il nous montre qu'il a vraiment gagné en maturité par rapport à sa période AlphaTauri et que ça reste un très bon pilote. Il avait déjà ses qualités-là chez Red Bull, mais un peu comme il saisit totalement cette seconde chance comme Magnussen. Pour lui, la F1, je dirais pas qu'il pensait que c'était fini, Albon, contrairement à Magnussen, mais il pensait peut-être pas remarquer des points en Formule 1 et avoir ce rôle-là de leader dans une équipe. Et là, il a le rôle de leader et je trouve qu'il supporte très très bien la pression que peut lui mettre Williams. Et puis là, il sort le maximum du matériel qu'il a parce que pour le moment, la Williams, c'est pas l'idéal. En plus, ce week-end, ils ont récupéré du poids en peinture parce que l'un des sponsors du Russell voulait une déco spéciale pour ce Grand Prix de Miami. Donc ça n'a pas aidé du côté des ingénieurs. On a même appris que Williams avait demandé à la FIA de courir sans peinture, ce qui a été refusé par la FIA, c'est-à-dire d'enlever quasiment 90% de la peinture de la voiture, juste marqué Williams sur le noir carbone. Ça a été refusé par la FIA. Mais Albon, il tire le maximum de son matériel depuis le début de saison. Et c'est vrai que il colle quand même une branlée à Latifi. Et c'est déjà ça qu'on lui demande. Albon, c'est de dominer Latifi, c'est déjà le premier objectif. Et pour le moment, il le réussit très bien. 14 sur 20 également pour Bottas. Week-end sans encombre, j'ai envie de dire, comme lors des derniers Grands Prix pour Bottas. J'avais mis 15 à Imola, j'avais mis un peu moins bien, j'avais mis 12 en Australie, j'avais mis que je retrouve, j'avais mis 11 en Arabie Saoudite et j'avais mis 13 à Bahreïn, donc il a toujours eu la moyenne depuis le début de saison. Bottas, encore un très bon week-end pour le pilote finlandais, sur la grille de départ très bien placé, en course, dommage cette petite erreur en fin de Grand Prix qui lui coûte 2 positions par rapport aux 2 pilotes Mercedes. Mais s'il ne fait pas cette erreur, c'est sûr qu'il peut peut-être finir 5e ou 6e, parce que peut-être que Russell aurait réussi à lui repasser devant. Et encore, parce que vu les marbles qu'il y avait sur le bord de la piste, il fallait réussir à rouler hors trajectoire. Mais à part cette erreur-là, sinon il a fait un week-end tout à fait solide. Là encore, très peu de temps de roulage vendredi. Il roulait énormément samedi pour rattraper son retard en EL3. Ce qui n'est pas forcément l'idéal parce que ça veut dire que tu peux pas vraiment préparer ton rythme en qualification. Puis en qualif, il arrive encore à claquer un très grand chrono. On oublie toujours que Bottas est un excellent pilote de qualification. Peut-être il a toujours eu plus de problèmes sur son rythme de course, mais sur un tour lancé, il était très rapide. Et après, voilà, il fait vraiment la course idéale. Dommage cette erreur, mais 14 sur 20 parce que c'est quand même une 7e place et pour Alfa Romeo, ce sont des points qui sont très importants. On passe tout de suite au pilote moyen. Beaucoup de pilotes moyens ce week-end. On en a 5, 6 même. Je commence avec Russell, 13 sur 20, week-end. Lui aussi, il tire le maximum du matériel Mercedes.
pour le moment. Il peut pas faire beaucoup mieux, Russell. Pourquoi j'ai pas mis 14 ou 15? Parce que ça qualifie. Bon, après, on a du mal à comprendre ce qui s'est passé samedi sur les Mercedes. Vendredi, ça marchait très bien. Samedi, ça marchait pas du tout. Dimanche, ça marchait de nouveau correctement sur les Mercedes. Enfin, vraiment, samedi, incompréhensible. La voiture incontrôlable, avec beaucoup de pompage, beaucoup plus que le vendredi. Le vendredi, on pensait, ils ont peut-être réussi à trouver une solution pour avoir beaucoup moins de pompage. Là, ils avaient beaucoup de pompage et surtout, ils avaient du pompage en entrée de courbe. Autant vous dire que la voiture, dans le premier secteur, elle était hyper instable du train arrière. Ils avaient beaucoup de mal à faire des bons chronos dans le premier secteur. Et ensuite, derrière, le dimanche, de nouveau, une voiture. Alors, je dirais pas aussi stable que le vendredi, mais beaucoup plus correcte. Et pourtant, George Russell nous dit, le samedi, lors des qualifs, on était revenu à la config du vendredi. C'est-à-dire qu'ils avaient tenté des choses en L3 qui n'avaient pas marché. Donc normalement, ils auraient dû retrouver un rythme similaire, au moins qu'ils puissent aller en Q3. Mais cette voiture est compliquée à comprendre. C'est ça qui est très difficile, parce que bon, déjà Mercedes a un problème entre sa soufflerie et ses outils de calcul, ses outils d'anticipation, d'estimation, de réglage, et la réalité. C'est-à-dire que le simulateur et la soufflerie ne fonctionnent pas, fonctionnent avec des données qui sont erronées. Pour une raison extrêmement simple, c'est que dans beaucoup d'équipes, on n'arrive pas à prendre en compte dans les calculs l'effet de pompage. Dans ils n'arrivent pas à le mettre et à l'intégrer avec un système de calcul, mais avec un algorithme, je ne sais pas quoi, qui soit assez satisfaisant et performant. Mais malgré ça, même sur le circuit, tu vois que cette voiture est difficile à comprendre. C'est-à-dire que tu sens que les ingénieurs chez Mercedes, ils sont perdus pour le moment. Ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas quoi faire. Ils doivent amener des évolutions, mais ils ne savent pas si les évolutions vont marcher. Donc c'est vraiment compliqué du côté de chez Mercedes. On verra ce que ça donnera sur les prochaines courses, mais Russell a quand même été devant Hamilton pendant tout le week-end aussi, sauf en qualif. Mais pendant la plupart des séances, il était devant. Donc ça, c'est aussi une belle satisfaction. Norris, 12 sur 20. 12 sur 20 parce que s'il n'y a pas cet abandon, ça aurait été 13. Voilà, il faisait le job, Norris, jusqu'à ce moment-là de la course. Il avait perdu un peu de... Je trouve que le rythme de course était moins bon que le rythme de qualif. Peut-être aussi dû à ces problèmes de frein assez récurrents du côté de chez McLaren. Mais il était devant Ricciardo. Bon, voilà, il allait marquer des points. Et puis, il y a l'incident avec Gasly, mais pour moi, il n'est pas responsable du crash avec Gasly. C'est-à-dire que Gasly reste sur la trajectoire, reste un bout sur la trajectoire idéale. Et après, le crash est assez violent. Il a eu de la chance de ne pas toucher un mur, parce que sinon, il serait pris aussi 40 ou 50 G dans la tête. Moi, ce que j'ai trouvé quand même très étonnant, c'est la manière dont le pneu a déchappé. Et ça, c'est un peu le problème des 18 pouces par rapport aux pneus 13 pouces. C'est que les 18 pouces, ils ont beaucoup moins de capacité de déformation. Ils sont beaucoup plus rigides comme pneus que les 13 pouces. Et là, on a vu que sur un contact, mais je l'avais déjà remarqué en F2 les années précédentes, dès qu'il y a un contact, le pneu a tendance à déchapper extrêmement vite et de manière soudaine. Et là, on a vu, le pneu a complètement déchappé. Et le problème, c'est qu'un pneu, alors certes, vous allez me dire, l'enjoliveur reste sur la roue. Enfin, sur le châssis, oui, mais un bout de pneu, c'est une vingtaine de kilos, voire plus. Je pense que je suis peut-être assez loin de ça. Si vous le prenez dans la voiture, ça fait pas du bien à la voiture. Regardez même un mur de pneus, des bouts de pneus que s'était pris Alonso en 2003 au Brésil, avec le choc effroyable. Donc je trouve qu'il va peut-être falloir trouver une solution du côté de chez Pirelli pour tenter que les pneus déchappent un peu moins. Parce que là, je trouve que ça déchappe beaucoup trop vite en cas de choc. C'était déjà le cas en F2 pour les voitures de Formule 2. Donc Norris, s'il n'y a pas ce problème-là, il marque des points et il s'en sort extrêmement bien. Le problème, c'est cet incident qui lui coûte très cher à Norris. C'est dommage pour le pilote britannique. Stroll, 11 sur 20, il a fait le taf. Il prend les points de la 10e place.
Pourtant, lui aussi partait des stands, je rappelle, avec cette erreur qu'a commise Aston Martin. Je suis assez d'accord avec l'idée qu'avait Romain Grosjean. C'est que ils ont tenté de refroidir l'essence pour en injecter plus, parce qu'il faut savoir que plus l'essence est froide, moins elle prend de place. Donc on réfrigère l'essence. Sauf que la FIA, pour éviter qu'on congèle l'essence, est depuis assez longtemps. C'est des règles qui existaient déjà dans les années 80, qu'on a modifiées ensuite, mais c'est des règles qu'on a déjà mis en place dans les années 80. Ils ont décidé qu'on imposait des limites au niveau de la réfrigération. Et je pense que Aston Martin s'attendait à ce que les limites soient plus basses que celles qu'a imposé la FIA, et l'essence était trop froide, donc forcément ils ont dû réchauffer l'essence et ils n'étaient pas prêts pour être sur la grille en temps et en heure, donc ils ont pas dû partir des stands, mais Stroll marque des points. Malgré tout, le rythme était moins bon que Vettel pendant une grande partie du week-end du côté de Lance Stroll. Et puis, alors je sais pas si il est pas à l'aise dans la voiture, un peu comme Latifi, mais son rythme était pas sensationnel. Donc c'est pour ça que je lui mets 11 sur 20. Hamilton 11 sur 20. Il marque des points, certes. Sixième, de la course. Pas sixième sixième de la course, pardon. Sixième en qualif, sixième en course. Le problème, c'est quand tu vois le résultat en course de Russell. Alors certes, avec une stratégie qui a beaucoup mieux marché sous safety car, ça c'est clair et net. Mais quand même, Hamilton, il manque cruellement de rythme en ce moment. Tu vois, il a même du mal à aller chercher Bottas. Heureusement que Bottas fait une erreur, sinon je suis pas sûr qu'il aurait dépassé Bottas. Et puis il manque de rythme. Il manque de rythme, tout simplement. Il est à 1 seconde en qualif, quasiment pendant toutes les séances de qualification. Là, il est à 8 dixièmes en Q3, mais sinon il était tout le temps à 1 seconde. Et puis, pas à l'aise dans la voiture. Moi, je pense que très clairement, il a du mal à s'adapter à cette voiture. C'est pas qu'une question de manque de motivation. Je sais pas ce qu'on irait dire du côté d'Hamilton. Moi, je pense qu'Hamilton est toujours motivé. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il a du mal à s'adapter à sa F1 moderne, qu'il lui faut un temps d'adaptation. Mais j'ai envie de dire qu'en 2009, avec le changement de réglementation, il avait pas fait une bonne année et il avait un peu souffert face à Kovalainen aussi. Il n'avait pas été beaucoup plus rapide que Kovalainen, et en début de saison c'était plutôt Kovalainen qui était devant lui, je crois me rappeler, en 2009, où au moins il faisait jeu égal. Donc c'est un pilote qui n'a pas toujours eu des facilités avec les changements de réglementation, et en 2014 il faut quand même se rappeler que Mercedes était tellement au-dessus que c'était peut-être plus facile, mais que là, avec une Mercedes en difficulté, avec peut-être des difficultés à s'adapter aux changements de réglementation, oui, c'est un peu compliqué le début de saison de Lewis Hamilton. Vettel 10 sur 20. Pas un grand prix facile pour Vettel. Il lui aussi part des stands. Il se fait rentrer dedans totalement par Mick Schumacher. Donc du côté de Vettel, pourquoi pas en fin de course, il aurait pu faire une belle remontée. C'est dommage, il aurait peut-être pu prendre la place de Lance Stroll dans le final. Donc ça lui coûte très cher cette affaire-là. En qualif, derrière Lance Stroll, là aussi, hein. Mais sinon, Vettel, je trouve qu'il avait plus de rythme de course que Lance Stroll. Mais voilà, il se fait rentrer dedans. Après, je vais pas... il avait plus de rythme. Je pense qu'en fin de Grand Prix, il aurait pu vraiment aller chercher Lance Stroll et prendre la 10e place. Mais Mick Schumacher en a décidé autrement, c'est dommage. Abandon pour Sébastien Vettel, il 10 sur 20. Zhou 9 sur 20. Il doit abandonner très vite le Grand Prix, ça n'a pas été facile. Ça reste un pilote débutant sur un circuit inédit. C'est pas toujours facile pour un pilote comme ça. Donc voilà, c'est un week-end qui va lui apprendre beaucoup à Zhou. Mais c'est vrai que ça fait depuis 2 week-ends d'affilée où Zhou est un peu plus en difficulté. C'est dommage parce qu'il avait fait plutôt un début de saison très solide. Le Chinois, notamment lors de sa première course du côté de Bahreïn. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec Magnussen. J'ai trouvé ce week-end que Haas avait eu un week-end un petit peu compliqué. Il est derrière Mick Schumacher en qualif.
Donc c'est pour ça que je lui mets 8 sur 20. Et puis en course, il n'avait pas un très grand rythme. Il avait pour moi, il était plus en difficulté que Mick Schumacher. Alors il l'a dit, il ne l'a pas fait sur simulateur. Donc est-ce que ça a été une erreur, je pense, de la part de Magnussen de ne pas le faire sur simulateur? Et ce qui fait que la mise en route a été compliquée pour Magnussen et qu'il a eu du retard sur son équipier allemand. Mais le week-end n'a pas été facile pour Kevin Magnussen. C'est peut-être le week-end depuis le début de saison où Magnussen a été le plus en difficulté. Moi, c'est la première fois que je le mets en dessous de la moyenne, Magnussen. Donc, ce qui démontre bien que ça a été son week-end qui, pour moi, est le plus compliqué depuis le début de saison. Donc, on espère qu'il va se reprendre du côté de l'Espagne. Parce que lui, il a un peu le défaut, c'est de ne pas avoir fait les essais du côté de l'Espagne. C'était Mazepin à ce moment-là qui était dans la voiture. Donc, il n'aura pas de données par rapport aux essais de pré-saison. Et ça peut être pas évident à gérer par rapport à d'autres pilotes pour Magnussen. Ricciardo, 7 sur 20. Il y a un déficit de performance par rapport à Lando Norris qui est encore beaucoup trop important. Et bon, ça commence à lui jouer des tours, parce que c'est vrai que Ricciardo, il y a beaucoup de rumeurs qui disent que Ricciardo va peut-être quitter la Formule 1. On penserait à Piastri chez McLaren. On penserait également à Pierre Gasly. Mais il y aura une shortlist, voilà, du côté de McLaren. Sur plusieurs pilotes qui auraient les intérêts des McLaren et Piastri, Gasly, on va dire, seraient les plus hauts dans cette liste. Mais Ricciardo, forcément, c'est pas avec cette course-là, cette 13e place qui va remonter dans le bonheur des dirigeants de chez McLaren. Quand tu sais que du côté de chez McLaren, on a négocié pour rester indépendant parce que Audi voulait les racheter, sauf que eux ils ont dit non, vous nous racheterez, on ne laisse pas l'équipe à Audi. Ils ont refusé, donc ils veulent rester indépendants. Mais Daniel Ricciardo, là, depuis le début de saison, c'est vraiment pas top. Alors certes, il n'a pas été aidé. Le fait de ne pas rouler sur les essais de pré-saison à Bahreïn. Mais bon, il est quand même en retrait par rapport à Norris et ça pose un problème. Sur toute la saison, il est quand même en retrait. C'est dommage parce que Ricciardo a été un bon pilote chez Red Bull, mais tu te dis que Red Bull a bien fait de se concentrer sur Verstappen plutôt que sur lui. Parce que Verstappen est champion du monde et que bon, Ricciardo, on ne sait pas s'il aurait été champion du monde. Tu te dis également que quand il a choisi Renault, quand à un moment Ferrari lui faisait les yeux doux, il aurait peut-être plutôt dû choisir Ferrari à l'époque. Mais là, c'est sûr qu'avec la McLaren, qui est en plus pas évidente à piloter, il est en retrait. C'est pour ça que tu mets que 7 sur 20. Latifi, 5 sur 20. Bon, ça a été du Latifi plus ce week-end. Le problème, c'est que le Latifi plus qui fait part d'erreur, c'est un Latifi qui a toujours pas de rythme. 14e. Il a eu un pilotage agressif à un moment quand il défendait sa position sur plusieurs pilotes. Un peu trop pas agressif à mon goût. Mais bon, même du Latifi, on va dire plus, ça reste du Latifi. Donc c'est vraiment pas suffisant pour rester en Formule 1 et pour faire quelque chose de bien. Alonso, 5 sur 20. Les pénalités lui coûtent quand même extrêmement cher et pour moi, il est fautif. Sur l'accident de Gasly, il arrive beaucoup trop fort. Et sur Hamilton, pour moi, non. Mais là, il y avait une accumulation, on va dire. Les 5 secondes sont justifiées pour moi. Il s'en sort peut-être même bien avec les 5 secondes. Pour moi, l'accident avec Hamilton, il n'y a pas de dégâts sur les voitures. Donc, de gros dégâts apparents. Même si je pense que c'est quand même Alonso qui tape Hamilton. Même si Hamilton avait bloqué les freins au virage numéro 1 à ce moment-là. Je pense que c'est Alonso qui est plus responsable de l'accrochage que Hamilton, on va dire, à la sortie de ce virage 1 en allant sur le 2. Et du côté du deuxième crash, là, il est totalement en faute, Alonso. Donc, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire sur le pilote espagnol, mais ça fait pas marquer de points à Alpine, ses erreurs, et ça, c'est bien dommage. Tsunoda, 5 sur 20.
par rapport au rythme de course. En qualif, il était mieux, il était rapide, mais il n'a pas réussi à concrétiser. Ce qui est con, c'est que pendant le reste du week-end, il est devant Gasly et que sur les moments importants, il n'arrive pas à être devant Gasly parce que Gasly, il arrive à trouver un truc et que lui n'arrive pas à trouver dans la voiture. L'AlphaTauri reste très pénible à piloter. Je pense que ce n'est pas une bonne voiture. Je pense qu'ils vont souffrir jusqu'en fin de saison AlphaTauri, mais parce qu'ils ne savent pas. Ils ont toujours du mal lors des changements de réglementation AlphaTauri. Normalement, c'est un circuit où il aurait dû être... il était sur un pied d'égalité avec Gasly et il n'a pas été sur un pied d'égalité avec Gasly. Et en course, il fait un très mauvais Grand Prix, Tsunoda. Heureusement qu'il y a ce deuxième arrêt où il tente de mettre les softs, mais même là, il finit que 12e, alors que c'était peut-être la stratégie idéale à ce moment-là. Et pour moi, il a moins de points que Gasly parce qu'il était derrière Gasly. Alors déjà que Gasly, pour moi, n'avait pas fait un bon week-end. Je peux vous dire que Tsunoda, c'est encore un moins bon week-end que Gasly. Puis je termine avec Mick Schumacher, 3 sur 20. L'accident, il est totalement responsable. Il a eu de la chance avec son aileron avant, que ça lui bloque pas la direction, parce que sinon c'était tout droit dans le mur. Et puis le week-end était déjà compliqué, hein. Il n'était pas beaucoup plus rapide que Magnussen. Or, lui, je pense qu'il a eu la possibilité de faire du simulateur chez Ferrari. Non, et puis bon, Schumacher, je ne toujours pas. Depuis qu'il arrive en F1 et même en F2, j'ai rarement été émerveillé par son talent, Mick Schumacher. Donc, pour moi, il m'a encore pas prouvé qu'il méritait sa place totalement en Formule 1 et surtout dans un gros team. Donc, je reste sur ma fin du côté de Mick Schumacher, encore une fois, et ce week-end. Je ne sais pas si ça me conforte dans cette idée-là, mais ça ne me rassure pas quant à ses capacités d'être performant et d'être au top dans un team comme chez Ferrari ou dans un team avec plus de moyens. Parce que pour moi, il n'arrive déjà pas à dominer Magnussen. Or, c'est ce qu'on attend d'un pilote comme lui, c'est d'être devant Magnussen. Et là, il n'y arrive pas pour le moment. Et bon, alors Mazepin, c'était facile d'être devant, mais là, j'ai l'impression qu'il souffre face à Magnussen. Donc c'est pour ça que je mets 3 sur 20, parce qu'en plus le crash, c'est totalement de sa faute. On passe au classement des championnats du monde. Championnat du monde pilote, vous l'avez à l'écran. Charles Leclerc en tête avec 104 points, 19 points d'avance sur Max Verstappen. On retrouve ensuite Sergio Perez qui a 7 points d'avance sur Russell et 13 d'avance sur Carlos Sainz. On retrouve ensuite Hamilton qui est devant Lando Norris. Bottas, Ocon qui rentre qui est toujours dans le top 10, Kevin Magnussen, Ricciardo, Pierre Gasly 13e, qui n'arrive pas à remonter dans la hiérarchie avec seulement 6 points. Et du côté du classement constructeur, Ferrari qui n'a plus que 6 points d'avance sur Red Bull, donc le match redevient serré. Mercedes 3e, McLaren à 15 points d'avance sur Alfa Romeo. Alpine n'a pas marqué beaucoup de points ce week-end, donc à 5 points de retard désormais sur Alfa Romeo. 10 points d'avance toujours d'Alpine sur AlphaTauri. AlphaTauri qui voit As rester à 1 point. Aston Martin à 6 points et Williams marque 2 points supplémentaires au niveau du classement constructeur et reste à 3 unités d'Aston Martin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, on se retrouve pour le prochain Grand Prix. Ça sera du côté de Barcelone dans 15 jours. On aura un enchaînement Barcelone-Monaco qui sera très intéressant du côté de la Formule 1. Et puis je rappelle que lors du Grand Prix de Monaco, il y aura également les 500 miles d'Indianapolis. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!